Ma grand-mère avait cette expression dans la bouche qui, pour elle, avait une connotation très positive. Il est bien parvenu. Ça voulait dire à ses yeux qu'enfin il était sorti de sa merde, qu'enfin il avait échappé à sa condition. Plus tard, je découvris que cette expression-là, dans la bouche de d'autres personnes, n'avait pas une connotation positive. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 octobre 2014 et je poursuis par cette petite recension des choses horrifiantes que j'ai eu l'occasion de voir à Outremont. Et je dois ici vous dire que les petits bourgeois et grands ont cette capacité-là à nous en jeter plein la vue. Ils ont cette capacité-là de gommer les aspects les plus rédhibitoires de la condition humaine. Ils ont cette capacité-là de nous faire accroire qu'ils ne partagent pas la condition du tout venant, du commun, autrement dit. Alors oui, je vous ai raconté le milieu que vous connaissez, BDV. On ne reviendra pas là-dessus. Mais quand je suis arrivé à Outremont en mai 1971, nous sommes déménagés le 1er mai. Vous savez, en ce temps-là, fort lointain, avant que le Parti québécois repousse la date des déménagements au 1er juillet, quelle étonnante coïncidence, eh bien, je continuais quand même de terminer ma 4e année à l'école Sacré-Cœur, située sur la rue Plessis. Et comme dit l'autre, la rue Plessis, c'est une vraie plaie ici. J'y suis retourné il y a 3 ans d'ailleurs, dans le cadre d'un concours où j'étais jury, en compagnie d'André Giannakopoulos, que vous connaissez, auteur, qui a été également éditeur et qui a été la dernière compagne du Baraquin. C'était assez curieux pour moi de me retrouver dans les murs de cette école-là, assez horrifiante, hein, pour rester encore dans l'horreur, en compagnie de cette femme que j'estimais déjà beaucoup et que j'avais appris à connaître un tout petit peu parce que nous avions lu et examiné des textes dans le cadre de ce concours-là d'auteurs gays et lesbiennes et LGBT et tous ceux qui sont bien mélangés quand ils se retrouvent au but d'alcool puis ils se retrouvent des fois dans le lit avec un autre homme. Ou encore toutes ces femmes qui essayent ces expériences-là parce qu'ils se sentent bien seuls le soir et qu'en fond, leurs besoins affectifs ne sont pas comblés. Et je lui disais mon étonnement de me retrouver dans cette école-là extrêmement violente où on subissait des sévices corporels. Le directeur nous faisait chanter le Haut-Canada de force tous les vendredis après-midi. Et après, ceux qui étaient... Je vous ai déjà raconté ça. Je ne veux pas me répéter ici sur cette affaire-là. Mais sachez que lorsque je suis donc déménagé à Outremont, eh bien, ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre que j'avais aucune raison de courir comme un fou de mon domicile à l'école, que je ne risquais pas de me faire attaquer au couteau ou de me faire battre ou de me faire battre à coups de bâton ou menacé par un jackknife, comme ça m'est déjà arrivé, ou de me faire la prise de l'écartèlement, ça m'est déjà arrivé, ou de me faire insulter, de me faire traiter de tapette française parce que je disais moi au lieu de dire moi. Enfin, tous les sévices inimaginables qu'un enfant ordinaire subit encore aujourd'hui. Les petites bêtes, le petit homme est parfois une bête féroce. Ça me fait rire quand je vois ces campagnes-là d'intimidation faites par le gouvernement. Le gouvernement, quant à moi, est le plus grand intimidateur. Ça se dit-tu ça, intimidateur? En tout cas, c'est la plus grande brute quand il nous menace, là, quand on reçoit une lettre là, du ministère du Revenu. Oh, qu'on regrette les brutes de la petite cour d'école.
Au moins, avec eux, on pouvait peut-être s'échapper, essayer d'échapper aux raies maintenant du ministère du Revenu. Alors, ça m'a pris un bon moment avant de comprendre. Je n'avais plus de raison de courir comme un fou. Et je passais mon temps à me retourner comme ça, voir s'il n'y avait pas quelqu'un prêt à me sauter dessus. Alors, la peur, j'ai grandi dans la peur, je la reconnais et, euh, et je ne la supporte pas non plus. Je ne supporte pas les gens qui intimident les autres ou qui menacent les autres ou qui établissent un rapport de force avec autrui. Ça me rend malade. Mais donc, j'ai fini par développer une sorte de, je dirais, de sixième sens sur ce qui se passe dans les maisons. D'ailleurs, encore aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive d'aller dans des domiciles, toujours assez luxueux, règle générale, parce que les gens qui ont de belles bibliothèques ont généralement aussi les moyens qui vont avec, eh bien, tout de suite en entrant, je sais ce qui se passe dans cette maison-là. Je sais si le père a une maîtresse, je sais si la femme a passé des séjours en institut psychiatrique, je sais s'il y a eu de l'inceste dans la maison, je sais s'il y a eu, si l'un ou l'autre du couple a, a des problèmes d'alcool, je sais s'ils sont fiers ou pas de leurs enfants, je sais qui sont les préférés de leurs enfants. Écoutez, j'entre et je sais tout. C'est pas compliqué. Et je sais tout ce qui se passe. Immédiatement. C'est sûr, je le sais, je vous l'ai souvent dit, une bibliothèque, ça révèle des choses. Et bien souvent, lorsque je me retrouve devant la dite bibliothèque, eh bien, je peux infirmer ou confirmer ou valider quelques-unes de ces intuitions-là qui m'assaillent dès mon entrée dans le domicile. Ce don-là, je l'avais enfant et je l'ai conservé adulte. Et puis, après ça, il y a tous les discours qu'on peut faire là-dessus. Je comprends que, bon, les gens... c'est pour ça aussi que, en fait, je fais une petite parenthèse aussi. C'est pour ça que je suis toujours étonné des confessions qu'on me fait, parce que je le savais. Et je suis toujours étonné des gens qui, croyant nous mettre en confiance, croyant faire preuve d'amitié avec nous également, nous confient des choses qu'au fond, je savais dès le départ. Je vais prendre une petite gorgée de... À ta santé, Elisabeth. Je, je prends mes concoctions de ginseng tous les jours. Voilà. Alors donc, j'avais des amis à Outremont. Je me suis fait des amis. Et puis, je suis allé souvent chez les uns et chez les autres. Entre autres, j'allais de temps en temps chez le frère de Paul Desmarais. Eh oui, il y avait un frère. Mais lui, il vivait dans ce qu'on appelle, il y a Outremont-Machère, Outremont-Centre et Outremont-les-Bains. Outremont-Machère, c'est en haut. Outremont-Centre, c'est dans le milieu. Puis Outremont-les-Bains, c'est à la hauteur en bas de Bernard. Alors, lui, il habitait dans Outremont-Centre. C'est-à-dire, il n'avait pas autant réussi que son frère. Et la maison était remplie de tableaux de Riopelle, la période parisienne, c'est-à-dire la bonne période. Et honnêtement, moi, je m'arrêtais régulièrement pour les regarder, ces tableaux-là. Parce que d'abord, j'ai toujours eu une passion pour la peinture. Le dessin est ma passion première, avant la littérature. Et puis, et tout le monde s'en foutait dans cette maison-là. Pour eux, c'était des investissements qui étaient accrochés au mur. Je me souviens que les seuls commentaires que l'on me faisait concernant ces tableaux-là, c'était qu'ils valaient tant et tant et tant et tant. Si ma mémoire est bonne, à ce moment-là, un Riopelle, ça valait autour de 100 000 $. Là, on parle au début des années 70. Alors, oui, alors j'arrive, là, on s'approche de l'horreur. Alors donc, il m'arrivait parfois d'aller chez les uns et chez les autres. Et évidemment, quand on habite soit Outremont-Machère ou Outremont-Centre, près d'Outremont-Machère, eh bien, les gens s'expriment correctement. Et ils affichent des manières affables.
Ils sont distingués, sauf quand ils ont bu. Alors, je me souviens, entre autres, de cette femme-là, qui était la femme très, très malheureuse d'un directeur d'hôpital, que je ne nommerai pas ici, et qui, lorsqu'elle était en boisson, ce qui lui arrivait assez souvent, buvait d'abord en solitaire, j'imagine, dans ces longs après-midi interminables. Et lorsqu'elle avait finalement trop bu, elle finissait par oh ben tabarnak de c'ti de calice! Oups! J'avais soudainement l'impression de me retrouver sur la rue Ontario, là. Et, euh, et là, je comprenais qu'au fond, euh, eh bien, oui, ils étaient parvenus, ces gens-là, mais plutôt mal parvenus. Et j'ai fini par comprendre aussi que nous étions toujours des parvenus, soit de la première génération, de la deuxième génération, de la troisième génération. Et pour établir les distinguos entre les divers parvenus qui existaient à Outremont, on avait recours à ce qu'on appelle la culture. Alors oui, la culture, l'acquisition de la patine culturelle, eh bien, faisait en sorte que on pouvait les, les distinguer des parvenus. Ceux qui avaient de la culture, mettons des parvenus de la troisième génération, jugeaient d'assez haut les parvenus de la deuxième génération eux, n'avaient pas su intégrer les us et coutumes, les usages, le langage qui va avec, et qu'ils établissaient des distinctions assez subtiles, mais qui ne m'échappaient pas. Alors un jour, dans cette fameuse maison, il y a eu un autre party infernal. Tellement infernal que quelqu'une, y est décédé d'une surdose. Alors, quel n'a pas été l'étonnement le lendemain matin pour la bonne de découvrir le cadavre de cette malheureuse qui avait été transportée dans un placard afin de ne pas gâcher cette petite fête. Évidemment, c'est le genre de choses qui ne fait pas les manchettes. C'est le genre de choses à Outremont, quand le fils d'un juge vole la voiture du fils du politicien, eh bien, personne ne porte plainte à la police. Ça reste en famille. Et l'on peut juger que ce sont là des mauvais comportements dus à la jeunesse. Il faut bien que jeunesse se passe. Tandis que les jeunes délinquants de la Ontario, eh bien, quand ils commettaient des larcins, eh bien, c'était dardard l'école de réforme, Saint-Vallier. Et là, il fallait vraiment les mater, ces jeunes freluquets. Mais à Outremont, non, ça restait entre eux. Alors, un paquet de gestes de délinquants. Là, j'en ai raconté juste une, hein, aujourd'hui. Cette famille là, d'Outremont, bien en vue d'ailleurs. Je nomme rien. Je nomme rien. Eh bien, le lendemain matin, eh bien, on avait découvert le cadavre de cette jeune femme morte d'une surdose. Alors, imagine la scène. Euh, on la découvre et on la prend et on la met dans le placard. Voilà, l'histoire est sortie du placard. Une autre histoire d'horreur à Outremont. Des histoires d'horreur à Outremont, il y en a plein. Plein, 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 plein. J'ai conclu hier un peu tristement ma vidéo en disant que j'avais perdu toutes mes illusions quant aux rapports sociaux, mais très, très tôt dans la vie. À ce point tel que, aujourd'hui, quand j'entends encore des histoires d'Outremont, eh bien là, ce sont des histoires d'héritage. Parce que chacune, veillant à ce que les membres de la fratrie ne s'emparent pas de la maison, des tableaux, des actions, de l'argent dans la banque, dans les comptes de banque,
Il vient un moment où beaucoup de ces jeunes bourgeois, de ces bourgeois maintenant quadragénaires, quinquagénaires, ils ont bien hâte que leurs parents meurent pour enfin avoir leur gâteau. J'en connais beaucoup aussi qui n'ont rien foutu de leur vie parce qu'ils savaient que la cavalerie finirait tôt ou tard par arriver. Mais là, des histoires de testament, là, je commence à en entendre parler autour de moi. Et ça joue dur, croyez-moi. Ça joue dur autrement que dans les rues de BDV, mais ça joue dur dans les chaumières d'Outremont. Ah, je vais continuer demain. Hein? Je vais continuer demain avec encore une autre. Mais après ça, je vais arrêter parce que je dois me garder des effets. Je dois ménager mes effets. Mais sachez simplement que c'est assez difficile de... Comment peut-on avoir envie d'accéder à cette classe sociale-là de privilégiés quand on a trop vu le côté obscur de cette classe sociale-là? Et après avoir vu la violence quasi viscérale, irrépressible d'un quartier pauvre de Montréal. On peut bien faire des vidéos sur YouTube après ça, n'est-ce pas? Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Connaissez la suite. Ma page Facebook où je suis assez actif. Ça, ben oui. Faut bien que le méchant sorte. Ma chaîne YouTube, la chaîne qui vous libère de vos préjugés. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 si vous avez envie. Si vous avez un dilemme, un problème moral, n'hésitez pas. Appelez-moi, ligne sans frais. Bruno écoute. Et vous, 514-736-0999. Et vous pouvez donc me rendre aussi visite à cette librairie d'occasion, le Livre Voyageur, qui est également une petite université sauvage, ouverte à tous.